le secrétariat général de la CIMA, qui sera représenté par M. Ouattara, qui est à ma droite, et également M. Soro, donc, qui va également intervenir. Juste quelques mots de présentation. Bon, M. Ouattara, donc je crois qu'il est commissaire contrôleur. Donc, dans quel ordre est-ce que vous souhaitez commencer? OK. Donc, je ne vous présente pas plus longtemps. Je reviendrai sur la présentation de M. Soro avant de lui passer la parole. Comme vous faites partie des organisateurs, donc vous savez le temps qui nous est imparti. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, au nom du secrétariat général, je suis chargé de présenter la communication sur les réformes du livre 2. Il faut rappeler tout de suite que la FANAF et la CIMA ont entamé des réflexions au cours du mois de septembre 2013. Ces réformes ont abouti à quelques modifications des dispositions des articles 231 et suivants du livre 2. Des points de réflexion étaient restés en suspens. Donc, c'est le lieu maintenant de se pencher sur ces points-là. Alors, donc, la communication va se structurer en 3 parties. Le rappel des conclusions des travaux qui ont abouti aux réformes de 2014, l'analyse de la mise en œuvre de la réforme et puis les propositions de réforme. Alors, il faut rappeler tout de suite que le régime d'indemnisation vise un triple objectif. C'est la réduction du contentieux de l'inflation judiciaire qui avait été constatée avant l'entrée en vigueur du Code des assurances, la réduction du délai d'indemnisation des victimes, l'élargissement de l'indemnisation à un plus grand nombre de victimes. Donc, pour atteindre ces objectifs, le législateur a ainsi fixé les dispositions des articles 231 du Code des assurances qui ont fait l'objet d'une importante réforme en 2014. Et dans le cadre de ce panel, il s'agira donc de faire l'état des lieux de cette réforme-là, de présenter les réflexions qui sont en cours et d'exposer les propositions de réforme permettant une meilleure indemnisation des victimes et bénéficiaires des accidents de la circulation. Alors, sur la première partie, quelle est la synthèse des réformes? Voilà, sur la première diapo, la réforme des articles 231 et suivants intervenue en 2014 au terme d'un processus collaboratif CIMA-FANAF apporté principalement sur les points suivants. L'absence d'offres indemnité et offres tardives, ces dispositions ont plus ou moins été changées. La protection des mineurs et des incapables, c'est l'article 234. Il a été modifié pour ne pas subordonner ipso facto l'autorisation du juge. On a pris en compte les parents, le père ou la mère, lorsqu'ils sont vivants. D'autres réformes, c'est le rehaussement des plafonds prévu aux articles 259 et suivants. Et le paiement des indemnités, désormais, il est libellé clairement que les chèques doivent être au nom des bénéficiaires et non au nom des représentants, comme on l'avait constaté avant 2014. Il a été supprimé la table de conversion de 21 ans pour tenir compte de la réalité que nous vivons dans nos pays. La plupart des enfants continuent d'aller à l'école, même après 21 ans. Généralement, on obtient notre premier diplôme à l'université après 21 ans. Donc, on a pris en compte cet aspect et l'âge 25 ans a été retenu et la table de 21 ans a été supprimée. Les sujets de réflexion en cours, au cours de la réforme ou au cours des travaux qui ont conduit à la réforme, la FANAF et la CIMA n'avaient pas pu arrêter certaines conclusions sur les points importants qu'il convient donc de rappeler ici. La CIMA demandait que le taux d'actualisation puisse passer de 6,5% à 3,5% pour tenir compte du fait que la prudence qui a prévalu en assurance vie pour l'actualisation des engagements ou la rémunération des produits d'épargne puisse au moins bénéficier aussi aux assurés
aux victimes des accidents. Donc, on propose que le taux puisse passer de 6,5% à 3,5%. Et nous allons le voir dans les diapos suivantes. La FANAF a estimé que si on adopte cette réforme, on aurait des indemnités qui passeraient de 3 à 73%. Donc, étant entendu qu'on ne s'était pas entendu, nous avons décidé de poursuivre la réflexion et je crois que c'est le lieu d'en discuter profondément. Les frais médicaux et les frais futurs, il s'agissait donc de définir la meilleure formule de détermination des frais futurs et la confection des tables de conversion par âge. Dans nos pays, les âges de départ à la retraite sont différents des âges de 55 ans, 60 ans et 65 ans qui sont les âges retenus pour les tables de rente temporaire dans le code. Donc ce point avait été retenu, les réflexions devraient être menées. Ensuite, le préjudice économique des concubins. Donc ce que nous avons dit, c'est que la réalité africaine, il y a pas mal de mariages coutumiers qui ne sont pas forcément sanctionnés par un acte de mariage civil. Et cette population-là, surtout la population rurale, est plus ou moins exclue, notamment les mamans, les dames, les concubines sont exclues du champ d'indemnisation du préjudice économique. La FANAF et la CIMA ont compris que ce n'était pas juste. Il fallait donc réfléchir pour trouver une meilleure formule à cette injustice, si je peux me répéter. Donc le mode d'évaluation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et du préjudice économique, les parties avaient également convenu de poursuivre la réflexion. Donc, toujours dans les réflexions en cours, de nouveaux préjudices ont été constatés dans un rapport qui a été publié par, je peux dire, la juridiction française. Et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de préjudices, par exemple le préjudice d'agrément, le préjudice juvénile, qui ne sont pas pris en compte dans l'indemnisation. Et la procédure pour la prise en charge rapide des victimes, donc il avait été convenu la mise en place des FGA dans tous les États membres. On en a largement parlé ce matin. Et l'installation de bureaux relais des fonds de garantie automobile dans les principales formations sanitaires. Dernier point de réflexion en cours, c'est le barème d'indemnisation fonctionnelle. Alors donc, on a constaté que ce barème-là n'était plus adapté. Donc la FANAF particulièrement avait mis en place un sous-comité d'expertise légale qui a publié un rapport. Le rapport est disponible. Il était question donc qu'on s'en inspire. Et donc ce sera le lieu également d'en discuter. Le barème actuel des responsabilités, les parties ont proposé de s'inspirer de l'infracode pour en tirer meilleur profit. Alors, ce matin, la CIMA avait présenté une communication, et je rappelle donc juste ici, lorsque la réforme a eu lieu, on a constaté que le SUP a rebondi un peu à partir de 2014, vers la fin de la diapo, et 2015. Il est redescendu légèrement en 2016 pour être situé à 37%, mais tout en restant supérieur aux années antérieures. Mais le principal enseignement, c'est qu'en orange, c'est les frais de gestion qui restent toujours, malgré la réforme, qui restent toujours au-dessus du SUP. Alors, les modifications. Nous proposons donc, comme nous l'avons dit en introduction, que l'optique prudentielle qui a conduit à fixer le taux d'intérêt de 3,5% pour la valorisation des contrats d'assurance vie puisse bénéficier aux victimes. Actualiser la table à 6,5% suppose que lorsque l'assuré ou la victime ou le bénéficiaire reçoit son indemnité, c'est qu'il est en même de placer à un taux de 6,5%. Et donc, nous estimons que ce marché de 6,5% qui est en réalité le marché des obligations d'État n'est pas accessible à nos populations. Par contre, les comptes d'épargne rémunérés à 3,5%, c'est un marché qui est accessible. Donc, il y a de bonnes raisons de passer d'un taux de 6,5 à un taux d'actualisation de 3,5. Également, il y a un taux de révalorisation qui est prévu dans le code, mais ce qui est à constater, c'est qu'on a écrit le taux de valorisation et on met égal à 0. Donc, ce que nous disons, il est temps de revoir ce taux-là pour tenir compte du niveau des revenus des actifs
qui croît au cours de la vie active des personnes. Donc ce taux, nous avons fait des simulations avec un taux d'inflation de 2%. Nous allons tout de suite vous montrer les différents impacts. La courbe ici représente les rentes viagères de la population masculine. En bleu, la courbe en bleu, tout à fait en bas, c'est la situation actuelle. Donc, un taux d'actualisation de 6,5% avec un taux de révalorisation de 0%. Les trois autres sont les situations que nous avons simulées. La courbe en rose, c'est lorsque nous faisons passer le taux de 6,5% à 3,5%. On constate que les indemnités, surtout pour les enfants de 0 ans, vont passer de 15 points à 25 points. Lorsque nous faisons passer le taux de 0,3%, le taux de révalorisation de 0% à 2%, c'est la courbe orange, tout en maintenant le taux d'actualisation à 6,5%, on passe de 15 points pour les 0,1 à 20 points. Et lorsque nous faisons varier les deux taux en même temps, c'est la courbe en vert, le taux d'actualisation passe à 3,5% et on prend en compte un taux de 2%, nous sommes dans la situation extrême, où le taux, où les points pour les enfants âgés de 0,1 passent de 15 à 40. Environ 42, voilà. Bon, donc, on a présenté également la rente viagère pour la population féminine, c'est les mêmes enseignements. Et on a pris en compte également la population la plus jeune, des enfants de moins de 25 ans, les femmes. Voilà les différents enseignements. On passe de près de 12 points à 20 points dans les différents scénarios. Donc, juste pour illustrer, j'aurais pu présenter d'autres choses, mais juste pour illustrer un peu les différentes hypothèses. Alors, voilà les variations maximales. Lorsque nous prenons la première ligne, la rente viagère 100 ans masculin, si on change le taux d'actualisation, c'est-à-dire on passe de 6,5% à 3,5%, la rente viagère va varier au minimum entre 2,9% et 69,5%. Et lorsque nous prenons la rente viagère féminine, nous passons de 2% à 72,5%. Et les variations moyennes sont dans la troisième colonne. Lorsque nous changeons le taux de révalorisation, voilà les différentes variations possibles. Et lorsque nous changeons à la fois le taux d'actualisation et le taux de révalorisation, nous avons les variations qui sont là, en moyenne, au moins de 81%. Donc, toujours dans la réforme des propositions, la confection de tables de conversion par âge, bon, ça, je pense que ça ne pose pas de problème. On n'a pas trouvé nécessaire de le présenter. Les âges de départ à la retraite, c'est 57 ans, par exemple, dans certains pays, 62 ans dans certains pays, alors que la situation dans le code actuel, c'est 55 ans, 60 ans et 65 ans. Donc, la suppression des modifications des plafonds d'indemnisation, ce que nous proposons, c'est que les plafonds d'indemnisation soient supprimés. Et nous fondons donc notre proposition sur une population moyenne. Une victime décédée de sexe masculin âgée de 40 ans, avec une liste d'ayants droit suivant: le père à 65 ans, la maman à 60 ans, son épouse à 35 ans, et il y a 5 enfants listés comme suite. En gros, on se dit que c'est la moyenne de la population de la zone CIMA, la composition moyenne de la famille dans la zone CIMA. Et voilà les enseignements que nous tirons. En Côte d'Ivoire, c'est les 5 pays que nous présentons. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon et le Burkina Faso, qui ont des SMIC respectifs de 60, 36, 47, 80 et 32 000. Le préjudice économique serait plafonné en Côte d'Ivoire à 61 millions, au Cameroun 36 millions, ou 37 millions, 46 millions au Sénégal, 81 millions au Gabon, et au Burkina, il serait de 33 millions environ. Cela veut dire quoi?
En Côte d'Ivoire, un individu avec 5 enfants, tel que nous l'avons composé, avec les parents, les ascendants toujours vivants, qui a un salaire mensuel de 576 au moins, qui a un salaire au moins de 576, c'est vrai automatiquement appliquer le plafond. Ça veut dire que si vous avez 1 million de salaire, le plafond va s'appliquer. On prend le cas du Burkina, si vous avez 500 000 de salaire, le plafond de 32,8 millions va systématiquement s'appliquer. Et en termes de manque à gagner, l'indemnité en Côte d'Ivoire totalement serait de 106 millions, mais compte tenu du plafond, c'est la dernière ligne, compte tenu du plafond de 61 millions, la famille est indemnisée à 61 millions, donc soit un manque à gagner de 45 millions. Au Burkina, le manque à gagner serait de 113 millions et la famille recevrait 32,86 millions de francs. Pour quelqu'un qui a un salaire de 1 million. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui a un salaire de 1 million. Alors, les frais médicaux et les frais futurs, il y a nécessité de s'y pencher parce que ce qu'on dit dans le code, c'est qu'il s'agit d'un montant forfaitaire raisonnable et indispensable au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation que la société détermine après avoir recueilli l'avis d'un expert. Et le Conseil des ministres en 2011 avait demandé que nous puissions nous pencher dessus, comment déterminer raisonnablement ce montant-là. Et le mot d'évaluation des préjudices de perte de gains, les parties avaient convenu de poursuivre la réflexion. Donc il est maintenant question de savoir quelle sera la méthode la plus pertinente pour le préjudice des gains, de perte de gains professionnels et le préjudice scolaire. Les frais funéraires, il s'agit d'harmoniser une certaine pratique. Ce qu'on dit, le principe, c'est qu'ils sont pris en charge sur justificatif. Le constat, au cours des contrôles, c'est que certains assureurs, dans la pratique, versent un forfait correspondant au SMIC annuel parce qu'ils estiment que tout décès engendre des dépenses, même en l'absence de pièces justificatives. Et d'autres ne le font pas du tout. Donc, ce que nous proposons, c'est d'essayer de voir si on peut harmoniser la pratique. Indemnisation du préjudice économique du concubin, on en a parlé tout à l'heure. Comment prendre en compte la population rurale, le droit coutumier dans l'indemnisation des concubines notamment. La révision des chefs de préjudice indemnisables, la liste elle est longue, nous aurons l'occasion d'en échanger suffisamment et il s'agit d'y se penser pour savoir si nous avons la liste que nous avons dans le code, est-ce qu'elle est complète, si c'est nécessaire, faut-il la compléter ou pas. Merci, Monsieur le Président. Voilà l'économie de la note présentée par le secrétariat général. Merci, M. Koulibaly. Ok, merci bien donc, sur ces évolutions, de cette réforme qui est très, très importante. Et je suis content que le ministre Khan ait suivi cela pour bien voir que le régulateur n'est pas aussi figé qu'il le pense et qu'au contraire, aussi bien au niveau des chefs d'indemnisation qu'au niveau des plafonnements, il y a donc depuis quelques années des évolutions qui vont dans le sens d'une meilleure prise en charge des victimes des accidents. Et c'est les réflexions que nous avons en commun au sein de la FANAF. Et pensez bien que c'est également franchement notre préoccupation. Je vais passer la parole à M. Soro, qui va également exposer sur ce thème. Donc, M. Soro est un assureur que le marché ivoirien connaît bien. Il est diplômé du cycle supérieur de l'IA, promotion 96, je crois. Et il connaît de nombreuses compagnies du marché puisqu'il est passé par la Nationale, par Colina. Et aujourd'hui, il est directeur juridique Atlantique Assurance. Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Qu'il me soit permis de rendre hommage à ceux qui ont édité ces textes-là. Ils ont lutté, ils ont bataillé pour qu'on ait ces textes-là. Ça a été une révolution pour qu'on ait ces textes-là. Et nous, aujourd'hui, on a l'avantage, sinon le privilège de venir en parler alors qu'on était à l'école pendant que les gens discutaient de ces textes-là.
C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on leur rende hommage. Et la chose suivante, il faut noter que l'assurance, c'est la maison de tout le monde. On a entendu tout le monde parler, les intermédiaires, les consommateurs, tout le monde a parlé. Mais quand vos ancêtres ou vos anciens vous ont laissé une belle maison, que vous devez la modifier, mais c'est normal qu'on discute. Et s'ils sont encore présents, mais c'est une très bonne chose. Ils vont nous dire, attention, il faut faire attention à ces piliers. Vous voulez le casser, mais il peut vous causer un problème. Alors, le thème que nous avons, on va le dérouler en 4 axes. On va faire un peu d'histoire. Ensuite, les consommateurs ont tout dit, mais nous également, on se regarde dans le miroir et on voit des défauts. Donc, on va sortir les quelques dispositions qui, pour nous, sont conflictuelles, parce qu'il y en a. Et après, nous allons essayer de donner des pistes d'amélioration de ces textes-là. Et enfin, il y aura d'autres propositions que nous estimons qui peuvent améliorer les textes que nous avons. Sur l'histoire de l'indemnisation, nous savons qu'avant le Code ciment, on avait le principe général du droit commun qui était la réparation intégrale. Mais cette réparation intégrale causait des dommages aux compagnies et par conséquent aux assurés et victimes. Mais entre-temps, certains États ont édité des lois face à ces difficultés-là. Notamment la Côte d'Ivoire, on a eu la loi de 89 qui barémisait déjà les indemnités. Ensuite, on a eu le Code ciment. Mais on sait pourquoi le Code ciment est arrivé. C'est vrai, c'est une atteinte à la réparation intégrale, mais cette atteinte est justifiée. Il fallait sauvegarder l'équilibre des compagnies et permettre aux compagnies d'indemniser le maximum, accélérer le processus d'indemnisation, réduire le contentieux et puis instaurer une réparation systématique. Ça veut dire qu'il ne fallait plus opposer la faute à la victime, alors que dans la réparation intégrale du droit commun, on peut opposer la faute à la victime, on peut lui opposer le fait d'un tiers ou une force majeure. Mais avec le Code ciment, vous l'indemnisez. Sauf exceptionnellement où on dit, quand elle a recherché volontairement le sinistre, mais il faut prouver. En dehors de ça, vous indemnisez sans recherche de faute. Et le Code ciment n'a jamais été figé. Depuis qu'il est rentré en vigueur, il a eu beaucoup d'aménagements, beaucoup d'amendements et des circulaires sont venus préciser certaines dispositions et mettre fin à certaines mauvaises pratiques qu'on avait déjà. Et la réforme de 2014 a été celle qui a touché la partie indemnisation en totalité. J'ai dit en totalité parce qu'elle a parcouru tous les articles. C'est vrai qu'on a laissé des questions en suspens parce que c'était des questions difficiles. Et jusqu'à aujourd'hui, ces questions sont toujours difficiles. Alors, nous disons qu'il y a des dispositions qui sont conflictuelles. Conflictuelles par nous-mêmes les assureurs parce que nous sommes des juristes et nous aimons interpréter. Et quelquefois, on peut avoir raison ou on peut ne pas avoir raison. Mais le problème, c'est qu'on puisse les signaler pour éviter que certains profitent de ces dispositions-là pour ne pas payer ou pour mal payer. Et c'est ainsi que l'article 231, qui nous dit qu'on doit faire une offre dans les 8 mois ou les 12 mois, nous dit qu'on doit le faire à compter de l'accident. Mais à compter de l'accident, c'est quand l'assureur est informé et c'est quand l'assureur a les documents nécessaires. Ça pose un problème. Et on va le voir plus loin, le problème que ça peut poser. L'article 232 nous dit que la victime peut se faire assister par le conseil de son choix. Ça a été le retour des démarcheurs. Bon, ça, je ne vais pas dans le jeu parce qu'il y a les hommes d'affaires qui sont là, je ne les critique pas, mais ça a ramené quelque chose qui nous avait créé des problèmes. Mais en 2014, compte tenu des détournements des indemnités par certains démarcheurs, le Code est revenu préciser qu'on doit payer directement dans les mains de la victime ou des ayants droit. Mais il y a un problème qui se pose. En voulant appliquer strictement cette disposition, on a un problème. Si la victime ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas aller à la banque, elle est à l'hôpital,
si on fait un chèque en son nom, elle fait comment pour aller prendre cet argent? Ça pose un problème aujourd'hui parce que on est... Voilà. Ou qu'elle nous dit qu'elle n'a pas de compte. La plupart du temps, dans nos pays, les gens n'ont pas de compte bancaire. Il vous dit, faites au nom de mon frère ou faites au nom de mon père. Nous, on a un problème avec le code. Il nous dit, c'est dans les mains de la victime ou des ayants droit. L'offre tardive. Ici, le problème qu'on a, c'est que le code est clair. Il dit à compter de l'expiration du délai. C'est à compter de ces moments-là que les intérêts doivent courir. Mais, si vous avez la malchance que l'affaire va au tribunal, ils vous font à compter de la date de l'accident. Alors qu'il y a eu un délai où vous n'avez pas eu l'information pour intervenir. Et les victimes acceptent difficilement qu'on dise que nous n'avions pas leur adresse, c'est pour ça qu'on n'a pas pu leur écrire. Donc ça pose aussi un problème. Le décompte du début des intérêts des droits. La protection des mineurs et des incapables. Quand on a fait le séminaire en 2014, nous avons relevé que écrire parents posait un problème. Parce que les parents, c'est tout le monde, et le cousin, et l'oncle, et tout le monde. Nous, on estime qu'il faudrait mieux écrire père ou mère. Si ceux-là ne sont pas là, alors juge des tutelles. Ensuite, les frais de toute nature. Le terme toute nature envoie un débat entre les assureurs et puis les assurés, et puis les victimes. Les victimes appliquent le toute nature en sa totalité. Donc, c'est les frais médicaux et les frais de transport et leur repas et leur logement et tout ce qu'ils peuvent mettre dedans. Les assurés estiment que c'est plutôt les frais médicaux parce qu'à l'intérieur, on nous dit, on le compare, on dit toute nature sans excéder le tarif des hôpitaux. Donc pour eux, en toute logique, ce ne sont que les frais. L'incapacité temporaire. Quand j'ai dit que certains parmi nous, ils sont tellement intelligents ou trop justes, voilà ce qu'on fait. Il est écrit, en cas de perte de revenus, l'évaluation est faite, et puis on a cité tous ceux qui sont là, les salariés, les actifs non salariés. Ensuite, les personnes ne pouvant justifier. Que font certains assureurs? Ils vous disent, mais il n'a qu'à justifier sa perte de revenus. Mais on dit, il ne peut pas justifier des revenus. Alors, comment peut-il justifier la perte? Donc, cet article est à réécrire pour éviter que les gens profitent du fait qu'on a dit en cas de perte de revenus, donc forcément, il faut venir justifier la perte de revenus, alors qu'on dit qu'il ne peut pas justifier leurs revenus. Le préjudice physiologique, il est contenu dans l'incapacité permanente. Et il est écrit, l'indemnité prévue dans le cas où l'assuré et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai. Ça veut dire qu'on laisse encore le débat entre les assurés et les victimes, alors que la réforme de 2014 a interdit qu'on transige en dessous du barème. Donc je pense que c'est un morceau qui doit être enlevé de cet article pour éviter qu'on pense qu'on peut encore aller discuter. Le préjudice économique, oui, les personnes, les actifs non salariés ont été intégrés par la réforme de 2014, mais il se pose un problème de détermination de l'indemnité. Ça a juste été écrit que l'indemnité est basée sur le SMIC annuel, mais les victimes vous réclament automatiquement le plafond, puisqu'il n'y a pas de méthode de calcul. Eh bien, nous, on estime qu'on peut régler le problème en proposant un tableau à lecture directe. Voilà. Une fois que vous avez le taux d'IPP, vous savez automatiquement combien on doit payer à cette victime. Le préjudice de perte de gains professionnels. Il se pose un problème. À l'intérieur de l'article, on parle de perte de carrière. Mais nous, quand on définit la perte de carrière, ça suppose qu'il y a des échelons à gravir. Mais le paysan n'a pas d'échelon à gravir. Donc, il y a encore un débat sur ces morceaux-là. Nous, on estime qu'on aurait pu simplement mettre perte de gains futurs. Point. Ça évite qu'on exige que le monsieur prouve qu'il a des échelons à gravir et qu'il ne peut plus les faire parce qu'il a eu l'accident.
Et là également, il n'y a pas de méthode de calcul. Donc, nous, on estime qu'il faut donner un montant. Une victime qui est éligible, qu'on connaisse automatiquement le montant qu'on doit lui payer pour éviter les discussions. C'est pareil pour le préjudice scolaire. On dit chance certaine, raisonnablement. Ça fait un français pas possible et on ne s'entend jamais dessus. Donc pour nous, il faut également fixer une indemnité. Voilà. Si un élève est éligible, automatiquement, on connaît le montant qu'on doit lui payer. La communication des procès-verbaux. Mais ça, c'est un débat. Ils sont partis ou bien ils sont encore là. Mais l'histoire parle. En 2006, on a fait un séminaire. Les assureurs ont acheté des photocopieurs et des motos pour vous. Mais nous, on n'a jamais eu un seul PV. Donc, aujourd'hui, vous nous demandez des moyens pour faire quoi? On n'en sait rien, mais on verra après. Non, heureusement que je suis là. Parce que ça allait passer genre comme s'ils ont besoin qu'on leur donne des moyens. Ça a été fait en Côte d'Ivoire. Des photocopieurs, des motos. On leur a livré ça. On n'a jamais reçu un seul PV. Donc ça, c'est un autre sujet qu'il faut présenter autrement. Et nous, on estime que le procès verbal étant la pierre angulaire de l'indemnisation, que faut-il faire? On a des exemples. Aujourd'hui, les fonds de garantie sont en train d'utiliser un document intéressant, mais il suffit de l'améliorer également et puis lui conférer une force juridique. Donc l'intégrer dans le code ciment. Les prestations ouvrant droit à recours. Ici, il faudra qu'on ressorte le volet physiologique qui a un caractère personnel pour ne pas qu'ils subissent le recours des tiers payeurs. Parce qu'il se trouve à l'intérieur de l'IP. L'IP étant composé du physiologique et de l'économique, il faut enlever la partie physiologique qui a un caractère personnel qui ne doit pas être touchée par le recours des tiers payeurs. Mais tel que c'est, eh bien, on est obligé de réserver ça aux tiers payeurs. Maintenant, on arrive sur les frais, la prise en charge des frais. Mais ce n'est pas que la victime seule qui a intérêt. Nous avons intérêt à ce que la victime soit prise en charge rapidement parce que ça va réduire les séquelles et donc le montant de l'IP. Et ça va donc éviter que certaines victimes décèdent faute de soins. Et ça va réduire la fraude. Parce que quand vous n'avez pas été là et qu'on a soigné, vous ne pouvez rien dire sur cette facture après. Et le problème que ça va régler, c'est que les victimes n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Et très souvent, quand vous leur payez une avance au vu d'une facture proforma, elles prennent cet argent pour faire autre chose parce qu'elles ont trop de problèmes. Donc la prise en charge, c'est vraiment la solution pour et les assureurs et les victimes. Mais c'est difficile de le faire parce que quand on n'a pas d'information, on n'a pas le PV, on n'a pas d'information, comment on peut prendre les frais médicaux d'une victime? On ne sait rien d'elle. Mais on est de bonne foi. Il y a des solutions. Il y a des documents qu'on peut utiliser. J'ai parlé de la fiche de déclaration tout à l'heure. Ça suppose que les fonds de garantie doivent s'installer rapidement dans un délai assez raisonnable. Et ça, c'est la CIMA qui doit contraindre tout le monde à avoir des fonds de garantie. Parce que c'est la plateforme d'utilisation de ces documents-là qui vont nous permettre de faire les prises en charge tout de suite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la déclaration de l'assuré également. Oui, il y a des cas où votre assuré vient vous dire « j'ai renversé un piéton ». Vous pouvez avoir les informations et faire une prise en charge. Et ça, on en a fait des cas. Et pourquoi on ne légiférerait pas sur-dessus? Si le code intègre que, au vu de la déclaration, avec les informations sur la victime, on doit faire une prise en charge, on la fera. Et c'est possible parce qu'on en a déjà fait. Toujours les frais. Ici, il s'agit d'évacuation. Lorsque la victime a été évacuée à l'extérieur, on a un problème. On vous dit le plafond, c'est le double, une fois le tarif des hôpitaux publics du pays d'accueil. Mais la vérité est que très souvent, il y a des spécialités où, dans ces pays-là, le service public, enfin, les hôpitaux publics ne pratiquent pas ces spécialités. Donc, c'est au privé seulement. Donc, il n'y a pas de base de comparaison. Alors, on fait quoi? Et très souvent, il est très difficile pour nous assurer même d'avoir même le tarif, même quand ça existe, de l'autre côté, pour faire l'indemnisation. Et donc, on met du temps et ça fait des discours. Et nous, on estime qu'il faut régler ce problème en disant que
en cas d'indisponibilité d'un tarif public à l'extérieur ou d'inexistence, on fixe un montant minimum que l'assureur doit payer. C'est-à-dire qu'il y a un plafond sur ses frais. Au moins, on peut intervenir tout de suite, mais s'il n'y a rien, on reste à débattre, à discuter. Bon, ici, c'est en cas de perte de revenus. Bon, là, nous, on a demandé qu'on reprécise. Là, on est dans les perspectives de réforme. Je me suis lancé, je suis parti dans les conflits gènes, je suis rentré dans les perspectives. Voilà, il faut le préciser pour éviter que les gens rentrent dans n'importe quoi. Ici, le préjudice économique, pour les salariés, non, il n'y a pas de méthode. Le préjudice économique pour les actifs non salariés et les salariés, il n'y a pas de méthode de calcul. On vous dit, c'est sur la perte de revenus réels, mais c'est comment on fait? Nous, on estime qu'on peut prendre la méthode qu'on utilise pour calculer les préjudices économiques des ayants droit, de l'autre côté, parce qu'on s'inspire des deux. C'est des préjudices économiques. Donc, si on prend la même méthode, on utilisera les éléments qu'il faut, perte de revenus, prix de francs de rente, mais au moins qu'on rédige une méthode avec les éléments qu'il faut prendre pour calculer. Sinon, chacun fait ce qu'il veut, et ce n'est pas normal. Bon, M. Koulibaly a parlé des travaux qui étaient en veilleuse, mais les travaux étaient en veilleuse, c'est parce que c'était des travaux très compliqués, et je vous dis, il reste toujours compliqué. On a essayé de trouver des pistes. Tout à l'heure, on va les voir en les passant. Voilà. Continue. Mais avant de les passer, il y a quand même les données. Parce qu'il y en a qui ont été mises en veilleuse en disant, quand on va voir la stat dans 3 ans, mais la stat est là, 2014 à 2016, elle est là. Voilà, il faut passer. Et on voit le SUP de 2014 à 2016 qui passe de 60 à 44. Donc, ça veut dire quoi? Si on est à 44, ça veut dire qu'on n'a pas atteint nos 65% minimum. Il y a quelque chose à faire. Par contre, quand on fait le ratio sinistre payé à charge des sinistres, là, on se rend compte que les assureurs ont eu un peu peur des dispositions et ils ont commencé à payer. Parce qu'on a vu qu'on part de 59 à 86%. Ça, c'est à encourager, mais on va voir plus tard, on va voir derrière. Continue. Donc, la tendance baissière du SUP, moins de 50%, appelle à un réexamen des préjudices indemnisables. Ce qui est tout à fait logique. Le ratio sinistre payé sur charge sinistre à la hausse signifie que les assureurs se sont engagés à payer les sinistres. Ces deux ratios incitent à proposer d'autres dispositions pour accélérer le règlement des sinistres corporels et matériels. Le mode d'évaluation du préjudice scolaire et des pertes de gains, bon, on l'a déjà dit plus haut, nous on estime qu'il faut éviter que les assureurs discutent, il faut faire une méthode, voilà, une méthode soit forfaitaire, et nous on propose que si c'est un élève, on a dit le plafond c'est 12 mois, on lui donne les 12 mois, c'est terminé. Il n'y a pas à discuter, non, on lui donne 6 mois, on lui donne 4 mois. Non. Préjudice des pertes, gains professionnels, le code a prévu 6 mois. Nous on estime qu'on peut transformer ça en indemnité. Si c'est un professionnel ou bien un majeur, on dit voilà, on lui donne son montant. Voilà. Les frais futurs, il est écrit, font l'objet d'une évaluation forfaitaire à pouvoir avoir recueilli l'avis d'un expert. Nous, on estime que ça peut pas être l'assureur qui détermine ça. Ça devrait être l'expert et le médecin traitant. Ça, c'est une proposition que nous faisons. Il faut que ce soit... L'assureur va déterminer ça comment? Qu'est-ce qu'il va faire? La confection des tables de conversion par âge. Bon, nous, on estime qu'il y a une étude à faire qui va tenir compte de la longévité des populations africaines. Parce que les tables qu'on a, c'est les tables françaises. On n'a pas la même longévité. Donc, c'est une étude qu'il y a à faire avant de prendre une décision. Voilà. La prise en compte de certaines personnes du droit à l'indemnisation, cas des concubins et concubines. Nous, on dit le droit des assurances,
la procédure d'indemnisation, c'est une procédure dérogatoire du droit commun. Voilà. Et le souci du législateur, c'est d'indemniser les victimes. Et on a un exemple. La Côte d'Ivoire, déjà en 89, avec sa loi, avait prévu que les concubines, les frères et sœurs, même divorcés, qui a une créance alimentaire, avaient droit à un préjudice économique. Donc, on ne fait pas mauvais de réfléchir, d'intégrer une indemnité pour ces personnes-là. Parce que ce n'est pas un droit, c'est un droit, voilà, qu'on peut tordre, oui, parce qu'on a un souci d'indemniser les victimes. Voilà. C'est surtout à ça qu'on doit penser. Sinon, si on reste dans le droit, on va nous dire, mais vous voulez encourager que les gens restent célibataires ou quoi? Non. Ce n'est pas ça qu'on doit regarder, c'est le souci d'indemniser qui pilote le législateur qu'on doit regarder. Non, parce que je sais que dans la salle, les femmes là vont me tomber dessus tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, je disais tout à l'heure que si on a à moins 50%, ça veut dire qu'on n'a pas atteint le montant, le pourcentage technique. Donc, on peut se permettre de voir comment est-ce qu'on peut intégrer un volet frais divers, de sorte à éviter les discussions sur les frais de toute nature. Si on met un volet frais divers, avec un certain montant qui prendrait en compte le transport, l'hébergement, le repas de la victime, je pense qu'on aurait bien fait. Et le préjudice, c'est des préjudices qu'il faut prévoir. Et dans la loi ivoirienne, c'est des préjudices qui étaient déjà là. Voilà. Préjudice d'agrément, préjudice juvénile. Il y a plein d'autres préjudices, mais nous, on estime que ceux-là, déjà, on peut penser à les intégrer. Voilà. Le barème d'incapacité fonctionnelle conçu par le sous-comité, nous, on dit, s'il est prêt, eh bien, il faut le diffuser, il faut former et puis il faut le mettre en vigueur. Voilà. Le barème des responsabilités, il y a eu le débat, est-ce qu'il fallait dire responsabilité, il fallait dire contribution. La CIMA a rappelé que c'est la RC, donc il faut dire responsabilité. De toute façon, laissez le débat entre les assureurs. Contribution ou pas, c'est la RC, ils n'ont qu'à discuter entre eux. L'essentiel, c'est d'indemniser la victime. Donc nous, on estime que ce barème, il pourrait être étoffé pour présenter plus de cas parce qu'il est trop restreint aussi. Maintenant, la modification du taux de capitalisation des tables de conversion, pour nous, c'est une question très sensible. On s'est dit, est-ce qu'il faut aller au taux de 3,5% et puis flamber le SUP et puis revenir après en arrière? Ça va être compliqué. Donc pour nous, on estime qu'il vaut mieux peut-être faire une étude en regardant différents taux. Pas forcément en allant automatiquement au 3%, parce qu'il ressemble au 3% de la vie. Il faut regarder 3%, 4, 5, il faut faire une étude. Nous, on estime que, je vous disais que de l'autre côté, on a vu le SU, les sinistres payés sur la charge des sinistres, on a vu que ça a monté. Oui, mais est-ce que les gens ont payé vite? Est-ce que ce n'est pas les anciens stocks qui se sont mis à payer? Est-ce qu'ils ont payé vite? Nous, on estime que le délai qu'ils ont mis en disant 8 mois, 12 mois, il est large et il n'y a pas de sous-délai en bas. Donc, pour nous, pour améliorer le processus d'indemnisation, il faut mettre des sous-délais. Voilà. Il faut mettre la pression sur le régleur sinistre. Nous, on a peur des délais. Donc, il faut mettre la pression sur nous en mettant des sous-délais. Voilà. Des délais pour accuser réception, des délais pour inviter la victime, des délais pour... Voilà, il faut mettre des sous-délais. Donc, nous, on propose des sous-délais pour faire ce travail-là. De sorte que, quand le rédacteur voit un courrier transaction, eh bien, il sait qu'il y a des délais derrière. Sinon, on a des délais dans nos procédures en compagnie, mais on n'a pas peur de ça. Voilà, quand le commissaire au compte vient, on discute avec lui, et puis on a raison, et puis s'en va. Mais si c'est le code ciment, on ne va pas s'amuser. Vous allez voir que les gens vont... Voilà. Donc, j'ai dit, on a payé, mais est-ce qu'on a payé vite? C'est là qu'on va pouvoir dire qu'on a payé vite, si on respecte des délais plus courts. Il y a un problème également qu'on a, c'est le problème des recours entre les compagnies quand ils ont payé, quand le meneur a fini de payer. Là. Mais on a des dossiers de 10 ans. Vous-même, vous voyez que vous devez, mais vous ne payez pas. Voilà. Malgré les intérêts de droits qu'on a mis, là, on ne paye pas. Ça y est, là. Personne ne paye personne. Sur le marché, vous allez voir les vieux dossiers qui sont là, qui sont terminés à l'égard de la victime,
Mais il y a le recours qu'on fait contre l'autre qui doit payer, le responsable qui doit payer, mais il ne paye pas. Et chez lui aussi, il te doit des choses aussi, il ne paye pas. Et puis je ne comprends pas, personne ne paye. Oui, on a tous centré nos efforts sur la victime parce que c'est très sensible. Mais quelqu'un le disait, on a plus de dossiers matériels que de dossiers corporels. Il ne faut pas oublier ça. Et ça, on est tenu de légiférer dessus parce que le problème qu'on a sur nos marchés, vous gardez des recours contre une compagnie jusqu'à ce qu'elle meure et puis vous n'avez rien. Oui. Nous, on a eu plusieurs cas ici. On a eu AIA, on a eu Somat, on a Seuya. Bon, là, on vient d'avoir TSA. Nous tous, on sait qu'on va perdre 100 millions, 150 millions dans l'affaire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de contrainte de payer vite qu'on traîne à payer, notamment quand c'est les recours subrogatoires. Quand c'est les clients encore, là, quand ils te chauffent, tu chauffes l'autre. Mais quand c'est ton propre recours, voilà. Et dans nos États, on est très, très confraternel. On ne s'assigne pas. On ne va jamais assigner son confrère. Non, on se parle. Mais on se parle, il n'y a rien qui sort. Donc pour nous, il y a lieu de légiférer ici. Parce que ça va aussi améliorer notre image de marque. D'autres propositions, la réalité est que on n'est pas formé. Vous rentrez dans un service sinistre, le seul peut-être qui a été dans une école d'assurance, c'est le responsable. Les autres sont venus en stage, on leur a appris à faire le travail. Bon, pour moi, c'est des mécaniciens. Oui, parce qu'il ne sait pas que ce dossier, il faut le traiter vite. Si on ne le paye pas, à la fin de l'année, on fera 5% de chargement. Il ne sait pas. Il ne se dit même pas que si le contrôle vient après, on risque de nous dire que... Il ne se dit même pas que si on n'encaisse pas le recours, les commissaires au compte sont en train de nous dire de provisionner nos recours qui ont plus de 2 ans. Oui. Si vous avez plus de 2 ans, ils vous disent qu'il faut provisionner. Donc, c'est des pertes pour nous. Bon. Donc, pour nous, il faut de la formation. Il faut qu'on table sur la formation des acteurs que nous sommes. Mais il n'y a pas que nous. Si nous, on sait et que nos confrères, les intermédiaires ne savent pas, eh bien, on a le même problème. Donc, nous, on estime que ceux-là, ils doivent être formés. Et quelqu'un le disait, il faut corser même les conditions d'agrément. Moi, j'estime que les gens ont trop l'agrément facilement. Et je peux le dire, quelquefois, ils prennent des fausses attestations de stage pour aller se faire agréer. Oui. Et nous, on est dans le faux. Quand la DEA t'appelle, ce gars, il a fait le stage chez toi, tu dis oui. Oh, c'est faux. C'est faux. Voilà. Tout simplement parce que c'est le fils de ton camarade. Mais si les écoles qui sont en train de s'installer partout de l'IA, là, si on leur dit qu'il faut aller faire 6 mois là-bas, si tu as le parchemin, eh bien en ce moment, tu déposes ton dossier. Et je pense que quelque part, on va avoir des gens plus sérieux. Voilà. Mais il n'y a pas que eux. Il faut que les victimes sachent ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et comme disait monsieur le commissaire, il faut qu'ils soient également aussi formés. Il faut qu'on leur dise ce qu'on est. On n'a pas peur, on n'a rien à cacher. C'est notre argent que les banquiers prennent pour investir. Mais pourquoi nous, on ne sait pas que nous sommes les financiers? Nous sommes les financiers des économies. Donc, parlons aux populations, faisons des portes ouvertes, faisons des formations à l'endroit des consommateurs pour qu'ils sachent ce qu'on fait. Et quand on arrive à la conclusion, on se demande, mais attendez, on a instauré le code ciment. Est-ce qu'on a reçu l'intégration? On a reçu l'intégration. Est-ce qu'on a reçu l'assainissement des industries d'assurance? On ne peut pas répondre oui. Parce que même avec ça, on a fermé des compagnies comme ça, comme si de rien n'était. Pourtant, on a dit que c'est les tribunaux qui nous condamnaient, qui nous faisaient confirmer. Mais après, le code est venu, les tribunaux ne sont plus tellement là et on continue à fermer. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi? Plutôt l'édition des différents règlements, l'article 13 nouveau. Oui, on avait pour argument, oui, on a tant d'arriérés, c'est pour ça qu'on ne paye pas les sinistres. Mais l'article 13 nouveau aujourd'hui, quand on vous dit que le chiffre d'affaires c'est 10 milliards, eh bien c'est 10 milliards encaissés. Ce n'est pas comme avant, on vous disait 10 milliards, mais il y avait à peine 6 milliards encaissés, 4 milliards en arriérés. Mais aujourd'hui, non. Ce qu'on a déclaré en chiffre d'affaires, là, c'est de l'argent que les compagnies ont encaissé. Alors, qu'est-ce qu'il y a
et on n'arrive pas à payer les sinistres. Alors, nous-mêmes, pourquoi on n'arrive pas à appliquer convenablement? Pourquoi on n'arrive pas à habiter cette belle maison que nos aînés nous ont bâtie? Parce que ça a été une bataille. Et les magistrats et les avocats n'en voulaient pas. Elle était là le matin. Madame le ministre Oble était là le matin. Mais ça a bataillé fort avant que la loi de 89 en Côte d'Ivoire ne sorte. Et après, c'était le code ciment. Alors, j'ai fini pour dire la chose suivante. Il y a un assureur, je n'étais pas à Kigali, mais j'ai vu ça sur YouTube. Il disait, nous devons nous transformer. Voilà. En soignant le vécu émotionnel de l'assuré et de la victime. Et en évitant aux assurés et aux victimes un deuxième traumatisme à l'occasion de leur règlement de sinistre. On le paye, mais il est meurtri. Parce qu'on l'a tellement fait marcher pour 300 000. Il va, il vient, il va, il vient. À la fin, là, quand il prend son argent, il est malade. Hein? Donc, nous devons avoir l'esprit tourné vers la satisfaction du client. Tout est là. Tout n'est pas question des textes. La preuve, les textes qu'on a là, vous avez vu, il y en a que nous-mêmes on tord le coup à ça, simplement parce qu'on ne veut pas payer, alors que le texte est bon. La CIMA est obligée de venir faire des circulaires pour nous préciser, pour nous dire ne faites pas ci, alors que nous tous on voit le chemin, mais on prend un autre chemin. Parce qu'on n'a pas mis dans notre esprit que c'est la satisfaction du client et que notre rôle, c'est de payer les sinistres. Notre rôle, c'est de payer des sinistres. Et quand je parle de formation, c'est formation et des règleurs, et des producteurs, et des comptables. Parce qu'il y a des comptables qui croient que l'argent, là, c'est pour faire des DAT. Tu fais des DAT quand tu as payé tes sinistres. Voilà. Merci. Merci Soro. Je pense que les applaudissements spontanés traduisent la qualité de votre intervention. Comme vous voyez, cher Maître Khan, ce que les assureurs pensent d'eux-mêmes. Donc ne pensez pas simplement que seules les associations, vous faites un travail qui est effectivement très important, mais comme Soro vient de le dire, nous regardons dans le miroir nous-mêmes et nous essayons à chaque fois d'aller vers cette satisfaction-là. Parce que, comme il a dit pour finir, et certains d'entre nous l'oublient, le métier de l'assureur, c'est de payer les sinistres. C'est vraiment son métier, mais on ne va pas être plus long, mais enfin, je crois qu'on ne peut pas être plus brillant que l'exposé qui vient de nous être fait par Soro. Merci encore, merci à nos deux panélistes. Certainement, leurs interventions ont dû susciter quelques questions. On va consacrer quelques minutes à prendre quelques-unes des questions que vous pourriez avoir. Voilà. On va commencer par le président de la FANAF, à tout seigneur, tout honneur. On va continuer par... c'est le commissaire qui était là tout à l'heure, et Maître Khan. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter les deux conférenciers pour la clarté donc, de leur présentation et dire que actuellement, pour la réforme du barème d'indemnisation des préjudices, il y a deux groupes de travail. Deux groupes de travail, un qui a été constitué au sein de la FANAF et un autre au sein de la CIMA. Pour mettre en œuvre les réformes de 2014, nous avons commencé à travailler à partir de 2012 et chacun a travaillé de son côté. Ensuite, nous nous sommes mis ensemble et on s'est entendu sur un certain nombre de points. C'est ce qui a donné lieu aux réformes de 2014 qui ont été adoptées par le Conseil des ministres en avril à Malabo, avril 2014 à Malabo. Il y a des points qui sont restés en suspens. Les deux en ont parlé. Pourquoi c'est resté en suspens? C'est resté en suspens pour deux points. Le premier, c'est que nous avons estimé au sein de la FANAF
que la réforme de 2014 apportait déjà une amélioration au processus d'indemnisation des victimes en ramenant des délais plus courts, en supprimant depuis 2011 la faculté de transiger en deçà du barème, en pénalisant l'offre tardive et le paiement tardif, et c'est une indemnité de plein droit que la victime n'a pas besoin de réclamer et qui est de 5% du montant de l'indemnité par mois de retard. Ce qui fait que l'offre qui devait être faite, quand elle est en retard d'1 an, l'indemnité qui en découle est majorée de 60% automatiquement. Et si cette indemnité n'est pas payée, il y a une deuxième majoration, si l'indemnité est payée avec un retard d'1 an, de 60% supplémentaire. C'est assez dissuasif. Auparavant, il concernait même le passé. Mais quand on s'est rendu compte, notamment à la suite d'une condamnation au Sénégal, où pour un sinistre de 8 millions, les indemnités de retard faisaient 34 millions de francs CFA, on s'est rendu compte que l'accessoire risquait d'être largement plus important que le principal. C'est pourquoi il y a un aménagement qui a été apporté en 2015 et qui a ramené l'indemnité, pardon, la pénalité de retard sur les anciens à 1%. Mais pour les nouveaux sinistres, c'est toujours 5%. C'est dire donc que c'était déjà une réforme très forte. La deuxième raison qui a fait que des points sont restés en suspens, c'est que dans la plupart de nos pays, au Gabon, le SMIC est passé de 80 000 à 150 000. En Côte d'Ivoire, le SMIC est passé de 36 000 à 60 000. Au Bénin, il y a eu 2 augmentations successives du SMIC. Et il fallait mesurer l'impact de ces augmentations au niveau de la charge de sinistre avant d'entamer des mesures supplémentaires en termes d'augmentation. La troisième, c'est que lorsque la CIMA a proposé de ramener le taux d'actualisation de 6,5 à 3,5, ça se traduisait automatiquement par une majoration de certains chefs de préjudice de 73%. Majoré de 73%, plus toutes les réformes qui étaient en cours, est-ce que c'était dans le champ des capacités contributives des assurés, étant entendu que ce sont eux qui vont payer, parce que lorsque les SURP augmentent, si on est dans un marché qui est normal et qui est bien régulé, les primes doivent augmenter, alors que la prime est une donnée sensible qui induit toujours des troubles sociaux. On voit toujours au Sénégal que lorsque le tarif est respecté, les syndicats de transporteurs menacent d'aller en grève en disant qu'il y a des augmentations tarifaires. Même chose en Côte d'Ivoire, au Bénin et partout ailleurs. Donc c'est des données sensibles qui ont fait que nous avons voulu éviter les ajustements mécaniques qui pouvaient doubler l'indemnité sans une étude d'impact suffisamment sérieuse. Et nous avons au niveau du groupe de travail de la FANAF, où il y a M. Soro, avec d'autres règles de sinistre, nous avons élargi à des officiers de police judiciaire, nous avons élargi à l'ancien président donc, des médecins légistes du Sénégal, qui était donc le professeur Amadou Lamine Sow, qui est aussi président de l'AREDOCA, qui est une cellule de réflexion pour la mise en place d'un nouveau barème pour les incapacités fonctionnelles. Et ce barème de l'AREDOCA est disponible. Mais nous n'avons pas voulu aller dans la destination de la CIMA qui consistait à prendre la nomenclature d'ETILAC, qui est issue d'un groupe de travail qui a travaillé en France et qui a des chefs de préjudice indemnisables extrêmement étoffés, alors que si nous voulons être efficaces, il faut qu'on ait une grille beaucoup plus resserrée, avec des critères ou des conditions beaucoup plus draconiennes quant à l'application. C'est un peu les quelques points de divergence qu'il y a eu. Et nous avons dit qu'il fallait remettre au centre du dispositif les fonds de garantie. Pourquoi? Parce que l'expérience sénégalaise en matière de fonds de garantie a montré que ça a permis la prise en charge rapide des victimes d'accidents de la circulation. Dans la mesure où dès qu'il y a un accidenté, les sapeurs-pompiers l'acheminent vers l'infrastructure hospitalière, le fonds de garantie a un représentant qui constate que c'est un accident de la circulation, qui fait une fiche de déclaration de sinistre et délivre une lettre de prise en charge. La victime entre dans l'infrastructure, le fonds de garantie après, une fois que le PV ou les documents sont établis, exerce un recours contre la compagnie responsable, ce qui fait qu'il n'y a plus de victimes qui font le tour des hôpitaux et se font rejeter. Ça permet de réduire le taux de morbidité et ça permet également de réduire le taux de fraude. Nous avons voulu que ce mécanisme puisse être privilégié sur les autres et je pense que c'est encore
la position de la FANAF. Bien sûr, s'il y a des points qui peuvent être sujets à interprétation, il faudrait qu'on puisse en discuter et qu'on puisse le corriger, l'essentiel étant qu'on ait un dispositif qui peut être complet. Concernant le matériel maintenant, nous avons dit qu'il faut qu'il soit au centre de nos préoccupations. J'ai pris les statistiques françaises que j'ai comparées aux statistiques de nos pays. Quand on regarde en France, en 2016, l'automobile a généré 18 milliards d'euros de primes. Les paiements de sinistres automobiles se sont chiffrés à 16,6 milliards d'euros. Sur ces 16,6 milliards d'euros, il n'y a que 270 millions qui sont allés vers le corporel, soit moins de 2%. Les 98% sont allés dans la réparation de dommages matériels. Et quand j'ai comparé avec les statistiques individuelles de certaines sociétés, le taux qui va vers le matériel, il va de 10% à 90%. 10% pour certaines sociétés qui ont beaucoup de risques ou de garanties de dommages, 30% environ pour les autres sociétés qui ont quasiment un portefeuille automobile, responsabilité civile, sans les autres risques. C'est dire donc qu'il y a une piste de réflexion et nous appelons de tous nos voeux toute proposition qui pourrait permettre de ramener le délai d'indemnisation des sinistres matériels de faible importance, parce que quand on discute avec nos amis du Maroc, les sinistres matériels sont payés à peu près, je crois, à 43% dans les 3 mois. Et 43% des sinistres matériels sont payés dans les 3 mois. Et à peu près 75% des petits sinistres matériels sont payés dans le mois. Les petits sinistres matériels sont les sinistres qui n'atteignent pas à peu près 360 000 francs CFA, sont payés dans le mois. Et c'est vers ce type de mécanisme qu'on devrait pouvoir aller, mais pour cela, il y a quand même des contraintes. Et je dois dire que nous en avons principalement une aujourd'hui. Il a parlé des recours intercompagnies. Moi, je parlerai des recours contre l'État. Parce que nos États ne s'assurent pas. Et quand il y a un sinistre qui engage un véhicule de l'État, même quand l'assureur paye, il n'a pas de recours derrière, ce qui met en mal tout le dispositif qui a été mis en place. L'autre problème, bien sûr, ce sont les sociétés qui sont en difficulté et qui ont été liquidées. Et où on a un stock qui est extrêmement important de recours, même si au niveau du code ciment, on a obligé à indemniser directement les victimes. C'est dire pour finir que tout à l'heure, l'expérience marocaine est une belle expérience, mais elle révèle une chose, tout ce qui est prévu dans le dispositif d'indemnisation du Maroc est prévu dans le dispositif du code ciment. Et parfois même le code ciment est allé beaucoup plus loin. Mais là où il y a la différence, c'est au niveau de l'application, de la volonté des acteurs, du changement d'état d'esprit. Et je pense que c'est vers ce niveau-là qu'on devions plutôt orienter la réflexion par rapport à cette problématique d'indemnisation des préjudices et de réparation donc de dommages matériels. Je vous remercie. Merci, Président, de cette importante contribution. Je donne la parole au commissaire Koulibaly. Merci au grand frère Soro. Je crois que c'est une affaire de famille. Le grand frère Soro et mon petit frère Koulibaly qui est assis à la table. Et comme il s'agit d'édifier l'assistance, je vais me faire fort de poser quelques questions. Au niveau de la loi, l'article qui dit que les PV doivent être produits dans 3 mois, est-ce que production est égale à déposer le PV dans les compagnies d'assurance? Parce que, à ce que je sache, tout ce qui, quand nous sommes sollicités pour un cas d'accident, nous élaborons les différents croquis. Parce que en matière de constat, il y a 2 catégories. Il y a un constat dégâts matériels où on n'a pas besoin de procès verbal. On fait simplement le relevé des plans des lieux et on établit un croquis et l'usager retire la copie qu'il adresse à l'assurance. Deuxièmement, quand il y a un blessé, nous attendons, nous élaborons le croquis automatiquement, nous retirons les pièces afférentes à la conduite du véhicule, nous adressons le dossier à un collaborateur, un officier de police qui se charge de faire l'enquête en réunissant tous les éléments constitutifs pour pouvoir s'adresser à l'assurance.
Et cela, c'est à la demande des usagers. Il y a certains usagers aussi qui prennent du temps pour se présenter à nous. Donc, voyez-vous que nous ne pouvons pas élaborer un PV si nous n'avons pas l'usager en face de nous pour élaborer le PV. Ceux qui se présentent à nous et qui sollicitent les PV, on établit les procès-verbaux que nous leur remettons. À charge pour eux de s'adresser directement à l'assurance ou de s'adresser à la justice. Puisque quand nous faisons un PV en blessé, nous envoyons une copie au parquet et une copie au niveau, on remet une copie à l'usager qui se charge de soit déposer à l'assurance ou bien de déposer auprès de son avocat. Ma deuxième préoccupation, c'est le numéro de l'attestation. Au regard de la circulaire dont j'ai parlé tantôt, j'ai instruit nos collaborateurs d'améliorer le croquis. C'est-à-dire qu'en plus du numéro de police, nous inscrivons le numéro de l'attestation de l'assurance sur les croquis. Mais nous recevons en longueur de journée des usagers qui viennent nous demander que l'assurance leur demande de venir chercher la photocopie de l'attestation pour attester que c'est ce véhicule-là qui est impliqué dans l'accident afin de pouvoir faire un recours. Donc nous ne comprenons pas cet état de fait-là. Est-ce que la photocopie est différente alors que c'est sur la photocopie qu'on regarde pour pouvoir écrire le numéro de l'attestation sur le constat? Et vous nous reprochez le fait que nous ne donnons pas les procès-verbaux dans les 3 mois. Vous-même, vous voyez, vous-même qui êtes société privée et vous avez besoin des procès-verbaux et des attestations, vous ne donnez pas les courriers à vos différents coursiers pour venir déposer à nos services, mais vous donnez à l'usager et c'est l'usager même qui vient nous solliciter. Donc vous voyez la difficulté. C'est pour cela que j'ai posé ma première question avant de poser la deuxième question. Donc je voudrais que M. Soro, le grand frère, nous étaye sur ce sujet-là. Et c'est bien fait aussi que vous ayez parlé de la formation, parce que nous avons besoin aussi de formation en la matière. Parce que ce sont les anciens qui forment les nouveaux. Mais les choses changent. Le système de l'assurance est en perpétuel mouvement. Donc nous avons besoin d'être mis au même diapason que les assureurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le commissaire. Maître Khan, vous voulez toujours parler? D'où ma question, justement. Je voudrais d'abord commencer par féliciter M. Soro, qui est, à mon avis, une exception. Hein? Fréquentez un peu plus les gens comme M. Soro. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns. M. Soro est une des exceptions. Alors. Mais en tout cas, il a fait des propositions intéressantes de modification de texte. Quant à M. le Président, il a donné beaucoup d'informations qui seraient très utiles à être partagées. Parce que c'est des informations que nous n'avons pas. Mais c'est des chiffres qui parlent. Donc ce serait bien, M. le Président, que tous ces chiffres-là soient partagés pour qu'on voit l'ampleur de la tâche à faire. Nous, ce qu'on dénonce et qu'on va dénoncer encore davantage, c'est dans la démarche. C'est dans la démarche du Code ciment. On nous dit toujours comité, sous-comité, etc. C'est quoi? C'est des experts. Et qui sont ces experts? Ce sont des assureurs ou des agents de l'administration. Alors que normalement, quand on doit légiférer sur des préjudices, sur des indemnisations, sur la fixation de barème et tout ça, il y a des sachants qui normalement doivent être incontournables. Il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des experts de toute nature qui sont intéressés par l'indemnisation du préjudice. Alors moi, j'aurais accepté que la ciment, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le Conseil des ministres qui prend des règlements. Hein,
Et ces règlements, c'est sur proposition ou après avis des experts, du comité des experts. On n'est pas d'accord que pour ce qui concerne l'indemnisation des victimes d'accidents, que ça soit une question entre les assureurs avec l'État. On n'est pas d'accord. Il y a des experts, il y a des sachants qu'il faut impliquer. On nous a donné tout à l'heure l'exemple du professeur Lamine Sow. C'est un bon exemple. Le professeur Lamine Sow, il a dirigé énormément de choses. C'est l'un des premiers experts conseils en matière de dommages corporels. Il y avait même une association de dommages corporels, etc. Donc, nous demandons à la CIMA de faire en sorte que toutes les parties concernées soient représentées au niveau des comités des experts pour mieux éclairer, mieux discuter et prendre des propositions au Conseil des ministres. Parce que, comme je l'ai dit, le Conseil des ministres, ce n'est pas l'organe légitime pour légiférer sur le code ciment, pour modifier le code ciment, encore une fois. Mais c'est des pouvoirs qui leur ont été donnés par l'article 6 du traité. Alors que, normalement, ça devait être comme le traité, voté par les chefs d'État, par les États ratifiés, etc. Parce qu'il s'agit de la matière d'indemnisation. Bon, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, nous ferons des propositions qui consisteront à vraiment associer le maximum de compétences, hein, parce que vous êtes présumé être de bonne foi. Vous savez, la CIMA, c'est communautaire. Ça nous appartient à tous. Ce que nous voulons, c'est que ça fonctionne bien et que ça soit équitable. Que l'indemnisation soit le plus équitable possible. Voilà la seule préoccupation que nous avons. Évidemment, au bénéfice de tout le monde, les compagnies feront peut-être moins de profit, mais ça ira directement aux victimes qui seront mieux indemnisées. Voilà donc notre souhait vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci, maître. Je puis vous rassurer pour avoir, à un moment de ma vie professionnelle, fait partie de ces organes qui ont pris pour habitude et de nombreuses années d'avoir recours très largement à des experts. Ça, je puis vous l'assurer. Donc, ça vous parlait du professeur Dola Lamine Sow, dont on connaît les apports sur tout ce qui est de la barémisation corporelle, sur les taux d'incapacité. C'est une habitude et de la FANAF et de la CIMA, mais je pense que les deux autorités vous ont compris, mais c'est vraiment leur préoccupation. Hein. Mais encore une fois, la compagnie d'assurance, il est évident que nous devons veiller à ce qu'elle travaille de manière professionnelle, comme Soro l'a bien décrit, mais de manière équilibrée. Parce que sinon, ça se traduira soit par des faillites, c'est également les assurés qui perdent, et soit par un certain nombre de manifestations. Vraiment, on est dans la même vision. Ne pensez surtout pas que c'est notre intérêt à nous-mêmes, que d'avoir la satisfaction. Mais vraiment, le jour où vous en serez persuadés vraiment que notre objectif, c'est d'avoir la satisfaction des clients et des victimes, là, vraiment, je pense qu'on pourra cheminer encore plus, plus aisément. Et tous les commentaires que vous faites, pensez bien que nous sommes très attentifs à cela, nous les retenons et nous allons dans le sens de les améliorations. Vous voyez que c'est M. Soro qui propose que, puisque le taux de sinistre est à tel niveau, on peut peut-être faire un effort, mais ça, c'est la démarche des assureurs. Il fait partie de ces comités que la FANAF a mis en place et qui discutent de manière très régulière avec la CIMA. Vraiment, on est absolument dans la bonne direction. Je vais prendre une dernière série de questions, parce qu'on m'indique qu'à 19h, le ministère de l'économie et des finances nous convie à un cocktail au Novotel, pas très loin, dans 5 minutes. Alors, vraiment, 2 dernières questions, et puis on arrête. Très brève, oui, je crois qu'il avait levé la main en premier. Comme vous avez déjà beaucoup parlé tout à l'heure, comme panéliste, laissez que je ne vous donne pas la parole cette fois. Mon cher Évariste, merci de ta compréhension. Oui, vraiment, de manière très rapide. Oui, c'est à l'intention du commissaire. Le PV de constat doit être donné aux assureurs et non aux victimes. Ce sont des assureurs qui donnent une copie à la victime. Parce que, pourquoi? Parce que les PV de constat, on l'a constaté, entre les victimes
le procureur de la République et les assureurs, ils subissent souvent beaucoup de modifications. C'est pour cela qu'ils sont donnés à l'assureur et non à la victime. Il appartient à la victime de donner une copie du PV. Pardon, il appartient à l'assureur de donner une copie du PV à la victime. Merci. Merci Lem. Bon, je vous propose vraiment que je passe la parole à nos deux panélistes très rapidement qui vont apporter des éléments de réponse aux questions qui ont été posées et ensuite on mettra un terme pour ne pas être en retard à l'invitation du ministre. Je vais commencer. Le commissaire avait demandé, enfin il parlait de la transmission, il disait que la production, le code dit transmission, vous devez transmettre au plus tard dans les 3 mois. Bon, ça suppose que vous avez tous les éléments qu'il faut. On connaît les difficultés, mais le code dit que vous devez transmettre dans les 3 mois, voilà, au maximum. Et comme disait notre confrère là-bas, c'est l'assureur. Le code dit, l'assureur même doit informer la victime qu'elle peut avoir copie de ces PV-là, dès qu'il lui écrit la première lettre. Et même dans les modifications qu'on va faire, j'ai dit, ce n'est pas comme ça que ça doit être écrit. On doit dire à l'assureur, dès sa première lettre, il transmet une copie à la victime. Pourquoi attendre que la victime demande? Ça encore, c'est une autre procédure. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les attestations, la seule chose que vous faites bien, c'est de marquer les numéros d'attestation sur les PV. Si un assureur a besoin d'une information, ce qui peut arriver, peut-être il y a une erreur dans le numéro, mais en ce moment, il écrit à la victime pour lui dire « Je te retourne ton PV pour correction sur le numéro d'attestation ». Et la victime va vers vous avec ce courrier-là. En dehors de ça, vous ne faites rien d'autre. Parce que ça, c'est une autre façon de ne pas vouloir payer les sinistres. S'il y a un problème, l'assureur doit écrire et expliquer. Et la victime vient vous dire, ah, voilà mon assureur dit que. Quand vous le lisez, vous savez ce qu'il y a à faire. Mais on donne le PV comme ça, la victime dit, bon, on va corriger tant. Mais le temps qu'il a déjà oublié ce qu'il faut faire. Donc, vous faites bien votre travail. Celui qui vient avec un PV comme ça, vous dites, allez-y dans l'assureur d'écrire. Bon, je crois que à votre nom à tous, vraiment encore, je voudrais féliciter M. Koulibaly pour la clarté de son exposé, vraiment sur cette réforme de 2014. Il nous a donné toutes les grandes lignes et féliciter encore une nouvelle fois M. Soro, qui a indiqué ce que devrait être un assureur professionnel. Et nous sommes quelques-uns à avoir cette volonté-là. Merci beaucoup, merci de votre attention. On se retrouve au Novotel. Peut-être une communication du président de la FANAF. Juste dire que